Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle émission, Le Kiosque, spécialement enregistré ce soir, mercredi, puisque jeudi et vendredi férié. Il n'était pas question d'empêcher nos spécialistes de se reposer, un repos bien mérité. Donc nous sommes en avance et ceux qui nous regardent sur Facebook, ils ont 2 jours d'avance sur la télévision normale, j'ai envie de dire. Donc dès ce soir, vous pouvez partager, ne vous gênez pas. Faites profiter à vos amis un petit peu partout. Bonsoir Michel, merci d'être avec nous aujourd'hui, ce soir. Eh bien, rédacteur en chef de justice. Je disais tout à l'heure en off et dit que notre émission, la reprise de notre émission a eu des échos positifs avec des réactions, alors quelquefois, bon, mais peu importe, des réactions quelquefois agacées, énervées, mais enfin bon. Nous sommes là pour dire les choses sans provocation, mais pour dire les choses. Donc, cette émission me semble-t-il, il y a un public en tout cas qui l'attend. Ah oui. Et je profite de l'occasion pour te féliciter pour ça. Mais merci beaucoup Michel, mais je vous retourne ces félicitations parce que c'est aussi vous qui faites l'émission. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas arrêté toute la semaine de me dire vraiment merci d'être de retour sur l'antenne. Alors, le journal Justice, donc, je disais Michel, rédacteur en chef, 22 mai 1848, 22 mai 2020. Donc, on va peut-être en dire quelques mots sur le 22 mai tout à l'heure. Le temps de dire bonsoir à Eddy. Bonsoir Eddy, merci d'être là. Bonsoir à tous les deux, et puis bonsoir à tous ceux qui nous écoutent, et puis merci de leur soutien. Je voudrais même les remercier de leur agacement, puisque... Agacement. Mais oui, pour certains. Oui, pour certains, oui. Puisque leur agacement nous pousse à continuer à aller plus loin encore. Oui. Vous savez que j'ai eu un homme politique d'envergure qui m'a dit, mais pourquoi ici il n'y a pas des journaux d'investigation, des gens comme Eddy Plenel, c'est ça? Plenel. Mediapart. Ou comme Mediapart, ou encore comme le Canard enchaîné, ça ferait du bien à la Martinique. Ben, tu lui dis d'ouvrir son chéquier, et puis de faire un chèque de 1 000 euros, et puis de dire à tous ses potes de faire un chèque de 1 000 euros, parce que ce qui garantit l'indépendance d'un média d'investigation, c'est son indépendance financière. Voilà. Oui, le Canard enchaîné en particulier, que je préfère le Canard à Mediapart, pour des raisons d'éthique. Pourquoi je préfère le Canard? Le Canard fait une critique acérée, en général, à partir d'informations vérifiées. Il leur arrive quelquefois de se tromper concernant l'outre-mer, quand même. Hein. Oui. Ouais. Parce qu'ils ont souvent peut-être des correspondants qui sont issus de la communauté française de notre pays, qui ont un prisme particulier, un regard particulier sur nos sociétés, qui est un regard extérieur, non pas un regard intérieur. Fermons la parenthèse. C'est dit. Mais ce que j'apprécie chez eux, c'est qu'ils ne donnent pas le sentiment qu'ils attaquent tous les politiques en les mettant tous dans le même sac. Alors que Mediapart, il y a un danger, c'est de dire que tous les politiques sont dans le même sac, et le tous pourri alimente l'extrême droite. Oui. Et puis, on n'est pas là pour critiquer ceux qui font un excellent travail, parce que Mediapart fait un excellent travail, le Canard fait un excellent travail, mais moi j'ai toujours milité pour que l'ensemble des supports médiatiques fassent leur propre critique. Et c'est rarissime, c'est-à-dire que normalement, ce qui devrait exister au Monde, à Mediapart, au Canard, c'est des gens du média qui critiquent le média. C'est-à-dire que, tu sais, le type qui est un observateur critique de son propre média en disant, ben là, les mecs, vous avez écrit une connerie. Et ne pas laisser les autres faire ce boulot. Mais il faut... Au Monde, il y a ce qu'on appelle un médiateur, donc qui écrit et qui dit... J'ai reçu des critiques d'un certain nombre de lecteurs et voilà, je leur réponds, mais en même temps, donc c'est l'un des rares magazines, mais moi j'ai vu des choses terribles. Quand Plenel était au Monde, alors il s'est excusé, il dit qu'il s'est excusé, mais à plusieurs reprises, Plenel et Le Monde ont attaqué des hommes politiques en sachant pertinemment qu'ils allaient le tuer politiquement,
mais sur des faits qui étaient totalement erronés. Dominique Baudis. Ah oui. Ah oui, à le Toulouse. cas. La dépêche du midi. Voilà, Toulouse. voilà. Le Et maire de- repris texto par Le Monde, sans aucune. Alors bon, pour les gens qui ne s'en rappellent pas, le maire Dominique Baudis, le maire de Toulouse, avait été attaqué, présumé participant à des orgies pédophiles, etc. Alors que c'était totalement inventé. Et chaque fois, Plenel, il a du mal. Chaque fois, il a du mal à faire face aux attaques, puisqu'ils se sont, après 5 jours d'enquête, tu imagines 5 jours à la une du Monde, tu es mort. C'est pas la peine. Regarde ce qui est arrivé à Fillon. Ok. Or là, c'était faux. Et regarde ce qui est arrivé à Cahuzac. À Cahuzac. Laissez Bouga partir. Alors, à Mediapart, c'est ça. Ce qu'il faudrait, c'est qu'à l'intérieur des médias. Mais ils le font peut-être avec le comité de rédaction Non, avant de il faut que ça l'écrire. soit public. Il faut que ça soit public. C'est-à-dire ouais. que tu as écrit une connerie et il y a un mec qui prend sa plume parmi tes confrères qui dit nous avons écrit et un tel a écrit une grosse connerie. C'est ça qu'il faudrait. Et ça n'existe pas. Et je l'ai toujours dit. Hein. Il y a 2 professions qui n'ont pas de censeur, ni même d'autocenseur. C'est les journalistes et les magistrats. Voilà. Les hommes politiques se font ratatiner régulièrement. Les chefs d'entreprise se font ratatiner régulièrement. Tout le monde se fait ratatiner régulièrement. Les seuls qui peuvent commettre une erreur Et avoir souvent, une promotion. souvent de mauvaise foi, c'est ces deux-là. Et comment ils peuvent être sanctionnés? Comment? Explique-moi. Un type qui dit à la une, monsieur s'envolait. Alors, on peut porter plainte pour diffamation, mais je peux te dire que le jugement de la diffamation, il sera en page 91, et puis la reconnaissance de l'erreur sera en page 102. Quoi. Il faut, à mon avis, Macron a tenté de faire ça s'est très mal passé. Il faut un texte qui puisse gérer cette Alors, il semblerait qu'il y ait une loi qui est passée récemment, la loi via... En tout cas, il y a 2 semaines. Sur la haine en ligne. Ouais. C'est une députée de LR. Alors, elle est très, très critiquée au nom de la liberté d'expression de la presse et qui s'attaque plutôt sur les réseaux sociaux, aux fake news. Et la haine en ligne. Là, c'est pas tout à fait normal non plus. Je veux dire, tu peux pas insulter quelqu'un. Alors, ils font la différence entre médias, parce que là, tu insultes quelqu'un dans un média, tu pars sur la diffamation, des réseaux sociaux. Donc, en clair, tu as le droit d'utiliser une vitrine qui est quand même qui a un impact, à mon avis, beaucoup plus grand, et puis une rémanence beaucoup plus forte qu'un média pour insulter quelqu'un sans aucune comment dirais-je, sanction. Donc cette loi est passée, à mon avis, bon, il va falloir faire attention. Oui, tout à fait. Mais moi, ce qui me choque un petit peu, c'est de voir comment, par exemple, le président de la République, j'ai envie de dire le manque de respect qu'il y a des fois sur certains posts sur ces médias-là, enfin sur Facebook, les réseaux publics. Moi, j'avais dit quand même, il faut respecter. Il est président de la République, la fonction. Et c'est des trucs à vomir, quoi. C'est tellement bas, mais je parle du président de la République, mais c'est valable pour d'autres personnes. Pour tout le monde. Ces gens-là ont une fonction, il faut respecter au moins la fonction, enfin, d'après moi. Hein. Mais bon, là, tout le monde est journaliste, tout le monde se lance, tout le monde dit n'importe quoi, et il n'y a aucune censure. Aucune censure. Ce qui, à mon avis, permet cela, c'est l'anonymat et les pseudos. Quand on signe quelque chose de son propre nom, on fait attention à ce qu'on en écrit. Et moi, je crois que c'est surtout ça qu'il faudrait, à mon avis, réglementer, notamment sur les réseaux sociaux. On n'a pas le droit d'utiliser un pseudonyme et publier des choses qu'on n'en a pas vérifiées. En plus, souvent, les gens me disent, on m'a envoyé et j'ai transféré. Ouais. Non. Tu as un esprit critique. Tu n'es pas obligé de transférer une connerie. Donc, tu dois exercer une fonction, un filtre. Tu dois avoir un filtre qui te permet de savoir que cette information elle doit être vérifiée. Donc,
Mais c'est ça à quoi d'ailleurs, en principe, ce que essaie de canaliser, c'est la fameuse loi dont nous avons parlé. Ouais. Mais notamment la haine raciste. La haine raciste. Je résiste pas à la citation d'Umberto Eco. Je vous l'ai déjà fait une fois, je vais vous la refaire pour que ça imprègne ceux qui utilisent cet outil au quotidien. Donc je cite, c'est moi qui dis ça. Les réseaux sociaux ont donné le droit de parole à des légions d'imbéciles qui avant ne parlaient que barre et ne causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite. Aujourd'hui, ils ont même le droit de parole qu'un prix Nobel. Mais c'est vrai. Avant, ils étaient au café, ils étaient en deux coups, ils étaient capables de parler. Les fameux bofs. Ce que le Canada enchaîné a rendu célèbre, le bof. C'est-à-dire le petit français moyen raciste avec son béret. Mais c'est vrai. Non, mais de toute façon, ça va changer mécaniquement. Je veux dire, la loi est toujours en retard sur la technologie. Bien sûr. Mais là, c'est une technologie extrêmement dangereuse sur son impact. Et à mon avis, le législateur, qui dans la plupart des cas est victime de ça, ne va pas s'en tenir là. Ouais. Il y a déjà des pays, notamment dans les pays anglo-saxons, où l'injure sur les réseaux sociaux est punie de peine de prison. Aux États-Unis, il faut faire très très attention à ce qu'on écrit. Par exemple, le fils de Trump a écrit que Biden était un pédophile. Non mais vous vous rendez compte, il a retransmis une information des sites d'extrême droite, et là, c'est pas compliqué, les avocats de Biden ont dit, on va s'occuper de toi. On va probablement trouver un arrangement financier, mais on va s'occuper de toi. Alors, mais il faut faire très attention. Très bien. Alors, le serpent de mer est de retour. Je vois qu'il y a un rapport qui critique l'octroi de mer, une fois de plus. Donc, je l'ai lu hier soir, avec attention. Je n'ai jamais vu un truc aussi bidon. Alors, je prends mes risques. Et je n'ai jamais vu un rapport aussi simpliste et aussi catastrophique. Alors, je vais pas... non, mais il faut pour que les téléspectateurs comprennent, il faut qu'on dise. Non, mais alors, je vais vous citer ça parce que c'est quand même fabuleux. Alors, les types, ils démontrent sur 44 pages, alors faut le faire quand même. 44 pages, tu détruis un truc qui a plusieurs siècles, ok, et qui pèse, rien qu'en Martinique, plus de 250 millions d'euros. Tu l'élimines, ok. Je vais vous citer quand même un truc fabuleux. Ils arrivent à la conclusion, ok, il faut rappeler que c'est deux éminents experts qui travaillent pour le FMI, etc. Très bien. Parce que c'est pas les bofs là. Ah non, là c'est pas les bofs, c'est le sommet de l'intelligentsia. Simplement, on sent bien que derrière, il y a une manipulation extraordinaire. C'est le rapport au fait pour couvrir une décision ou un projet qui est déjà pris. Bon, mais je résiste pas à ça, c'est quand même fabuleux. Il conclut, il dit, bon les mecs, faut éliminer l'octroi de mer, mais il y a quand même 2 points techniques qui n'ont pas été, je vous lis, 2 points techniques, ça c'est la dernière phrase du rapport. Tu imagines, tu remets à un mec un rapport qui dit très clairement, élimine l'octroi de mer, et puis dans la dernière phrase du rapport, tu dis la chose suivante. 2 points techniques qui n'ont pas été traités dans ce rapport devront être abordés en amont de la réforme telle qu'elle est proposée. Ça veut dire, avant de faire la réforme, aborde 2 points techniques. Écoutez ces points techniques-là. Premier point technique, fantastique. L'application de la TVA en Guyane et à Mayotte où elle n'est pas encore appliquée. Donc tu vas expliquer aux Guyanais et aux mecs de Mayotte qu'ils ne connaissent pas la TVA, ils ne savent pas ce que c'est, mais tu vas leur appliquer une TVA. Et non seulement tu vas leur appliquer une TVA, mais ce ne sera pas une TVA à 5,5. Les types proposent de passer de 8,5 à 20%. Alors imagine. 20,6. Oui, alors ça c'est le premier point. Déjà, tu imagines le ministre qui lit ça à la fin du rapport, il dit mais c'est qu'à foutre pas ma dit moi. Il a dit moi fais un bagaille et puis après il a dit moi attends, avant on fait ça, parlez les Guyanais et puis Mayotte et puis Dio que mettez la TVA à Bayo.
OK? Donc, un produit qui coûte en Guyane 100, il va passer à 120. 120. Bon, évidemment, les Guyanais vont accepter ça. Mais le deuxième point, c'est le meilleur. Et les modes d'attribution et le montant de la dotation aux collectivités locales à prévoir pour compenser les pertes de recettes de l'octroi de mer. Donc, ils vont appeler Michel, ils vont dire oh, « Michel, écoute-moi, on va t'expliquer que tu vas perdre les recettes de l'octroi de mer. » Conseiller municipal de Fort-de-France. Attends. Conseiller municipal de Fort-de-France. Pas conseiller territorial. Non, je voulais simplement qu'ils disent le montant que ça représente. La TVA qu'on veut... Non, l'octroi de mer, 248 millions. 270 millions. Bon, OK, on lui explique ça. 270 millions, dont 200 millions pour les communes et en gros 70 millions pour la collectivité territoriale. Bon, OK. Et les types disent, donc, je te donne un rapport qui dit d'éliminer l'octroi de mer. Par contre, avant d'appliquer, essaie de faire ça. Mais Bouga Pagadou, comment on aura fait ça? Donc, les modes d'attribution et le montant des dotations aux collectivités, c'est-à-dire que l'État, sur son chéquier, fait une dotation aux collectivités locales à prévoir combien pour compenser les pertes des recettes d'octroi de mer. Très objectivement, je pense que ces types-là, ils auront des problèmes. Enfin, moi, certainement, mais eux, oui. Alors, je dois avouer que j'ai un peu de retard par rapport à toi. J'ai lu le rapport, je l'ai lu hier dans la journée, j'ai lu de manière diagonale, j'ai lu l'article, le résumé qu'en a fait notre confrère Fossanti. Alors, tu as raison de dire que, bon, tu as utilisé une formule un peu lapidaire, rapport bidon, mais enfin, en tout cas, il y a beaucoup d'incohérences. D'abord, on a le sentiment que les deux experts en question, qui sont de l'université d'Auvergne, je crois. Il y en a un, l'université, et qui sont mais surtout, de leur cadre de visite, qui est une chose importante, ce sont des experts du FMI. Oui. Alors, ce n'est pas, alors je vais dire tout à l'heure pourquoi ce n'est pas neutre sur leur vision de l'économie. On a l'impression que ces deux experts ne sont jamais venus dans les départements d'outre-mer, d'ailleurs ils l'avouent quelque part. Ils n'avaient jamais entendu parler de l'octroi de mer. Bon. Un machin. Bon, alors il dit c'est un truc qui date de Colbert, etc. Bon. Mais surtout, ce qu'ils affirment, c'est que ils disent que l'octroi de mer, je vais prendre un point précis, ils disent que l'octroi de mer est un facteur de vie chère. Sans dire, quand même, que ce n'est pas un facteur de vie chère supplémentaire, puisque tu as une TVA qui est inférieure. Et que, sauf cas, il y a une étude, une excellente étude de quelqu'un qui je dois rendre hommage, qui s'appelle Richard Castor, qui est un mathématicien, ingénieur, agronome, qui a été longtemps le secrétaire général de l'Association des moyennes et petites industries de la Martinique, qui a fait une étude sérieuse sur l'impact de l'octroi de mer et qui démontre que, sauf dans des cas précis, certains cas précis, l'octroi de mer n'est pas un facteur de vie chère supplémentaire. Tout simplement parce que la TVA étant ici de 8,5 au lieu de 20%, donc l'octroi de mer étant aux alentours de 7,5%, et dans le rapport d'ailleurs, il montre dans tous les cas, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans tous les cas, les taux, dans tous les tableaux qu'il figure, c'est la Martinique qui est le moins élevé. Okay. Bon. Aussi bien pour les exonérations que pour les taux d'octroi de mer. Bon. Eh bien, ils ne démontrent pas en quoi l'octroi de mer est un facteur de vie chère. Mais ils disent qu'avec la suppression de l'octroi de mer, il y aura une baisse du niveau général des prix de 4,5%. Ils ont probablement un logiciel, mais à partir du moment où tu majores la TVA, qui était de 8,5 à 20%, et que la TVA s'applique non pas au prix de revient, mais au prix final, au prix d'un magasin, logiquement, l'impact de la TVA augmenté sur la vie chère sera supérieur. Alors, et c'est grâce à cet impact, à ces recettes, qu'on espère pouvoir compenser par une dotation de l'État. Oui. Alors, il n'y a pas un cas où on a supprimé
un impôt d'une collectivité locale où l'État la restitue aux collectivités locales. Mais c'est ce que j'allais dire. Non, mais Ils vont jamais se redonner au franc non, près, ce quoi. qui est terrible, c'est le cynisme absolu de ce rapport. Les types, la dame et le monsieur, pour lequel j'ai le plus profond respect, mais en tout cas, ça, c'est un scandale. D'écrire des choses comme ça, je vais vous donner une citation, vous allez voir le mépris de ces gens-là pour nous. Écoute, vous allez voir. Ce qui est terrible, c'est que les types disent on va supprimer l'octroi de mer et on est parfaitement conscient qu'en supprimant l'octroi de mer, les productions locales seront soumises à une concurrence plus rude des produits importés et elles devront leur production, leurs ventes vont baisser, leurs productions vont baisser et elles vont licencier. Ouais. Mais, écoute ça, écoute le mécanisme intellectuel, mais le fait que les productions importées qui sont moins chères, donc qui seront moins chères que la production locale arrivent, ça va créer une concurrence qui va augmenter la consommation des produits locaux. Tu vois pas le délire? Tu vois pas le délire? Donc le mec, tu le pousses de toute façon et tu le reconnais, entre guillemets, à la faillite. Et puis tu dis que l'importation plus massive va pousser à la consommation. Mais ça, je dirais que, à la limite, c'est de la mauvaise foi. Mais le mépris, le voilà. Écoutez ça, les mecs. Est-ce que la substitution à l'importation est une stratégie toujours défendable? Alors, j'allais citer ce passage. Écoute ça. Voilà. En clair, C'est le cœur de la démonstration. Hein. non, mais, c'est le cœur. Mais je vais te laisser citer la démonstration. Moi, je vais prendre la partie mépris. Aujourd'hui, il y a une stratégie économique qui est la suivante. Ce qui est compliqué, cher, difficile à obtenir à l'importation, allons le faire localement. Comme ça, grosso modo, ce sera moins cher. Ok ? Il est débile de penser à faire du fric en important et en vendant de l'eau. Parce que l'eau n'a pas de valeur. Ouais. Par contre, l'eau, ça encombre un bateau. Donc, il vaut mieux fabriquer de l'eau localement que d'importer de l'eau. Pareil pour les briques, pareil pour le ciment, etc. Bon. Donc, tu as une base qui est défendable. Ça s'appelle de l'import-substitution. Mais tu substitues à l'importation. Mais pour protéger ça au début, tu mets une taxe pour éviter qu'il y ait une concurrence. Et puis après, comme tu as créé une base industrielle, tu la favorises sur d'autres produits. Des yaourts. C'est complètement débile de penser importer des yaourts sur un conteneur dans un bateau. Donc, il faut mettre l'avion. Mais forcément, c'est beaucoup plus cher que fabriquer localement. Pareil. Donc, tout ça, ça se tient. OK ? Mais écoutez ça, c'est Bogaradi. Hein. Ce modèle, adopté notamment en Afrique subsaharienne. Voilà. Chez les Noirs, c'est ça qu'ils veulent dire. Hein. Dès les indépendances, a été remise en cause dès la fin des années 80, écoute bien, en raison du manque de résultats. Bonjour les dégâts, et des effets pervers constatés de cette politique. 2 points. L'ampleur des distorsions générées. Oui. On se demande de quelle distorsion on parle. Oui. Le manque de résultats en termes de gain de productivité, un mensonge absolu, et surtout, le développement de situations de rente et de risques de corruption. Voilà. Donc, en clair, des dérives réelles, mais qui sont attribuées à l'import-substitution et qui sont collées sur la Martinique. Donc, en clair, je résume, je fais un raccourci grossier, mais évident et très tentant. L'import-substitution en Martinique a montré ses limites, ses incohérences, l'ampleur des distorsions générées, le manque de résultats en termes de gain de productivité. Et de la corruption. Alors, ma cap en bagaille, si ni des bougs qui pas qu'à supporter pède en productivité, c'est bien c'est bétia, ok? Il te gagne là toujours, café yaourt, si il te pède machin. Et puis, développement des situations de rente. Alors, tu imagines bien, un importateur n'a pas de situation de rente, par contre, un producteur a une situation de rente. Bonjour les dégâts. Et puis, risque de corruption.
Tu corromps quoi avec l'octroi de mer? Puisque l'octroi de mer, il va dans les communes. Et tu touches pas un centime d'octroi de mer. C'est un scandale, ce rapport. Ils te disent que la corruption vient du fait qu'on accorde des exonérations au petit bonheur la chance, dans l'opacité, etc. Faux. Toutes les exonérations d'octroi de mer, d'ailleurs, à la demande de la communauté européenne, ne sont plus des exonérations accordées à une entreprise, précisément pour éviter que ce soit attribué sur la demande d'un lobby, elles sont attribuées à un secteur. Et toutes ces opérations, au sein même de la collectivité territoriale de Martinique, comme c'est le seul de la Guadeloupe, sont discutées suite à un rapport en commission et votées publiquement en plénière. Donc, il n'y a pas de passe-droit. Il n'y a pas de passe-droit. Donc, on a récemment donné une exonération, précisément, sur les matériels qui servent de protection individuelle, sur les respirateurs, etc., dans la lutte contre le Covid-19. Eh bien, à l'avant-dernière plénière du 9 avril, ça s'est passé en plénière. Bon, donc, mais je poursuis. Alors, le fameux paragraphe en question sur l'import aux substitutions. Ce choix politique en faveur des activités installées de substitution aux importations revient à désavantager relativement le secteur d'exportation. Ce qui veut dire, et c'est là qu'apparaît le bout de l'oreille du FMI, on a imposé précisément aux pays d'Afrique, et notamment à certains autres pays, de faire du tout à l'exportation, c'est-à-dire de faire de la concurrence à partir des bas salaires aux pays occidentaux. Ce qui se retourne aujourd'hui dans le cadre de la crise du Covid-19. Et seulement le problème pour la Martinique, l'exportation, c'est que nous avons, nous, des niveaux de salaire européens et que les gens qui nous entourent, nous ne pouvons pas exporter vers eux parce que nous avons un avantage de compétitivité, entre guillemets, qui est négatif à cause du niveau de salaire de protection que nous avons. Donc, en clair, tu ne peux pas vendre tes yaourts à Sainte-Lucie, c'est pas la peine. Voilà. OK? Eh bien, dis donc, pour un rapport qui vient de sortir, alors, on peut citer le nom des rapporteurs. Oui, non, on va pas leur faire ça. On va pas leur faire ça. C'est public, hein. C'est des mecs qui ont tellement de problèmes avec la presse, là. Non, mais attends, tu sais, je soupçonne. Les mecs de Bercy sont super intelligents. Si Bercy voulait vraiment suivre à la lettre ce qui est dans ce rapport, ils ne l'auraient pas fait sortir. Alors moi, je vais le citer quand même, parce que dans Justice de la semaine prochaine... Au cas de Caléo. Oui. Anne-Marie Gourjon et Bertrand Laporte. Anne-Marie Gourjon est professeur et l'autre est maître de conférence. OK? Et c'est un rapport qui est daté du 25 mars 2020. Ah, mais c'est le Covid qui leur a fait ça. Oui, exactement. J'étais en confinement puisque le confinement a été déclaré le 17 mars. Non, alors c'est un sujet sérieux, l'octroi de mer. Et il y a de vrais débats. Ouais. Michel et moi, on n'est pas forcément d'accord sur un certain nombre de choses. Il y a un vrai débat, ok? Mais il y a un moment où il faut que les types d'en face, avec lesquels on échange, il y a des partenariats, je parle des gens de Bercy, du gouvernement, etc., qui prennent le plus souvent des initiatives qui sont bonnes, moi je pense, et puis qui de temps en temps sur des sujets sérieux qui ont un impact économique lourd ont un comportement discutable. Le comportement discutable, c'est de faire dire par un certain nombre de gens qui ne connaissent strictement rien au dossier, Michel l'a indiqué, ces gens-là sont déjà venus aux Antilles, ils ont été dans des entreprises pour discuter, machin, et ils ont pondu un rapport de 44 pages. On se fout de nous. Donc, de laisser dire, tu sais, tu alimentes des trucs. Alors, il y a eu des rapports, par exemple, sur les 40%, il y a eu des rapports sur les subventions de l'Odéadom, il y a eu des rapports sur la banane, il y a eu des rapports... Mais il n'y a pas de problème, les mecs. Il n'y a pas de problème. Par contre, nous, tu sais ce qu'on va faire? On va commencer à faire des rapports sur des choses qui intéressent les régions et les départements français métropolitains. Et on va rigoler. Parce que là, je peux te dire qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Ouais, qu'on ne comprend pas. Donc, et tu sais,
c'est tellement français. C'est tellement français. Non, je veux dire, il y a un élément qui est scandaleux. Nous finançons nos collectivités locales par de l'impôt, l'octroi de mer. OK? En Corse, ce n'est pas le cas. À Limoges, ce n'est pas le cas. À Carcassonne, ce n'est pas le cas. Donc, tu me dis en préambule de la Constitution que tous les hommes sont égaux, machin, et tu dis égalité, liberté, égalité, fraternité. OK? Et tout le monde est égal devant la loi. Ça veut dire en clair que moi, j'ai le devoir de financer mes collectivités locales avec mes propres impôts, tandis que les collectivités locales du Calvados sont financées par les impôts de tous les Français. On est d'accord? Y compris le mien. Y compris le mien. Bien sûr. D'accord. Bon. La ville de Grand-Rivière est financée à 75% par l'octroi de mer. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mecs considèrent que nous sommes les derniers de la classe et que comme il y a eu un truc dans le passé, on va le conserver comme ça pour financer des collectivités par l'impôt local. Là, je suis contre. Mais je n'ai pas dit qu'il faut effacer l'octroi de mer. Non. J'ai dit, vous vous démerdez avec votre histoire d'octroi de mer. Par contre, vous appliquez la loi française, une collectivité est financée par l'impôt de l'ensemble de la patrie. OK? Pas vu ni dis-moi que ma caille financée Grand-Rivière à 75% par l'octroi de mer. C'est illégal. Et tu as remarqué que aucun député de Martinique ne dissocie le problème. Allons le dissocier. Je peux te dire qu'au moment où tu vas le dissocier, là, tu vas leur donner des problèmes. Tu vas leur dire, j'attaque devant le Conseil constitutionnel le financement, pas l'octroi de mer, le financement d'une collectivité locale par une taxation locale. Et je l'attaque en plus devant l'Union européenne. OK? Par contre, votre octroi de mer, je le défends jusqu'à ce que vous trouviez une solution pour protéger une économie. En clair, le Danemark fait bien partie de l'Union européenne. Et le Groenland? Le Groenland, c'est une dépendance du Danemark. Du Danemark. Et ces messieurs, ni droit de douane. Ouais. Pas même en octroi de mer, en droit de douane. Tout à fait. Donc moi, c'est imbécile. Voilà la réalité, tu vois. Mais alors, tu es au cœur du problème. Est-ce que on a un député martiniquais qui a prononcé le mot Groenland? Ouais. Alors on leur propose. Attends, Michel. On leur propose un petit dossier. Michel et moi, on va faire un dossier Groenland. On va donner ça. Les îles Féroé. Les îles Féroé, OK? Nous caïbayoy, OK? Comme ça, ils vont porter ça devant le gouvernement français et l'Union européenne en disant, vous attaquez l'octroi de mer, il n'y a pas de problème. Par contre, il va falloir s'occuper des îles Féroé et du Groenland pour nous, parce que le Danemark, c'est bien une entité très forte et très chiante et très méticuleuse sur les droits, le respect des chartes, etc. Eh bien, régler le problème, ces messieurs vont venir régler le problème. Alors, et tu sais, je vais le dire une nouvelle fois, parce que c'est ça. Tu sais, ce qui est scandaleux, c'est le caractère ethnique de ces réglementations. Ce qui vaut pour un noir ne vaut pas pour un blanc. Ce qui vaut pour un blanc ne vaut pas pour un noir. Et il y a des gens qui vont me dire, oh, c'est pas vrai, etc. Je suis désolé. Là, ils l'ont dit. Là. Mais là, très clairement. Ça veut dire que, en clair, Bagaïta, c'est Afrique subsaharienne, donc corruption. OK. Mais il y a d'autres cas en France de taxation spécifique. Tout à fait. Dans des régions françaises. Le territoire de Belfort. On va en parler. L'Alsace, on va en parler. Là, pas ni corruption, hein, pas ni taxation différenciée, mais pas ni corruption. Et la région de Nice, qui a pratiquement fait une réglementation de préférence des entreprises locales en matière de marché public. Et en Corse. Et en Corse. Donc, il y a un moment où il faut dire stop. Calmement, hein, tranquillement. Et c'est pas notre boulot. Notre boulot ici, c'est de crier et puis ça sert à rien. De toute façon, on sait, alors ça risque un peu de changer, de chambouler, mais ça change rien. Par contre, l'idée que des gens qui, eux, ont les moyens de faire changer les choses, s'emparent de ces idées-là. Et si Serge Letchimy prend un dossier Groenland, et il le pose comme ça, gentiment, sur le bureau du Premier ministre, en lui disant, lorsque vous aurez réglé ça, on discutera de l'octroi de mer.
Alors, je vais quand même contredire légèrement mon ami Eddy. Il y a un homme politique. Si j'ai cité Groenland, il fait oui, j'ai appris ça de qui? J'ai appris ça d'Armand Nicolas, quand il était vice-président de la première région décentralisée, chargée du développement économique, où il y a eu à l'époque, c'est pourquoi j'ai l'impression de voir un rewind. Le retour du deny. Il y a eu à l'époque une attaque du même type par le ministère de l'économie et des finances. Donc ce n'est pas nouveau. Mais j'ai l'impression que chaque année, hein, ça revient. En fait. Voilà. Tout... Alors, bon, il y a une constante dans le ministère de l'économie et des finances depuis 1945. C'est précisément le refus d'accepter qu'il y ait une taxe qui puisse être fixée par une collectivité locale. Parce qu'il y a l'aspect que tu as cité, l'aspect ressources des collectivités locales, mais il y a l'aspect pouvoir local. Ce que ne supportent pas les jacobins français, c'est qu'ils savent très bien que dès lors qu'un élu a un pouvoir fiscal, que le vrai pouvoir pour la décentralisation, le vrai pouvoir d'autonomie locale, c'est la fiscalité. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est en train de supprimer une bonne partie de la fiscalité des communes. Mais peut-être que je me trompe, mais Saint-Barth n'applique pas des taxes qu'ils ont eux-mêmes décidées. Parce qu'ils ont notre Ils sont en statut. article 74. Ils sont en 74. Alors, Ça, c'est le rêve de Michel. Mais ce rapport va faire rebondir le débat sur l'article 74. Parce que de deux choses, ou bien comme dit Eddy, ou bien tu supprimes l'octroi de mer. Bon, tu mets la TVA, une TVA régionale, etc. Après, tu nous donnes tout le nom que tu veux. Bon. Et tu finis de faire de la Martinique un hypermarché pour les produits français et européens. Parce que c'est ça, la finalité. Il n'y aura plus ni yaourt, ni glace, ni œufs, ni sucre, Ni poulet, ni porc, ni melon, rien qui soit local. Ok? Rien. Pas de peinture, rappelle, pas de peinture, pas de briques, pas de détergent, pas de détergent. Pas de détergent. Ok? Rien. Pas de papier toilette et surtout. Ok? Tu supprimes tout ça. Tout ça vient d'Europe et de France. Bien. Et puis alors, ou bien tu acceptes ça, ou bien tu dis, bon, vous dites que l'octroi de mer est un être hybride juridiquement, c'est pas tout à fait une taxe de consommation, c'est pas une taxe de douane, etc. Ben, mettez en droit de douane. Alors, Mais si tu mets un droit de douane, tu fais comme si tu étais à l'article 74. Voilà. Yo pris. Alors, rappelez aux téléspectateurs ce pourquoi la TVA, l'octroi de mer a été installé. C'est pour protéger Oui, quelque c'est ce qu'on a part dit. On augmente la taxation à l'arrivée des produits d'importation. Voilà. Mais les Européens sont tellement filés qu'ils nous ont obligés à mettre de l'octroi de mer sur des produits locaux qui ne sont pas importés. Ok? Donc tu as de l'octroi de mer sur de l'eau. D'accord. Alors, ils nous ont instauré un système. L'eau du robinet. Tu es obligé, tu ne peux pas. Ce qu'on appelle l'OMI, l'octroi de mer intérieur, maintenant qu'ils ont inventé. Ouais. Mais tu ne peux pas l'exonérer totalement. Donc tu es obligé de mettre un minimum. Tu vois? Bon. Alors, et puis ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont instauré une limitation de l'écart entre la taxation du produit local et du produit importé. Il y a trois. C'est une véritable. Machine à gaz. C'est une usine à gaz. C'est une usine à gaz. Il y a trois catégories de produits. Bon, écart 30%, etc. Bon. Mais, surtout, tu ne peux pas changer de catégorie et mettre un produit dans une catégorie sans demander l'autorisation de la Commission européenne. Auparavant, quand j'ai commencé... Pas de la France, de l'Europe. De l'Europe. Je fais allusion à ma carrière. Quand j'ai commencé ma carrière à la direction de la concurrence de la consommation, nous étions de l'administration qui était chargée par le ministère des Finances de surveiller le Conseil général qui avait la pleine responsabilité de l'octroi de mer. Et je me rappelle très bien qu'un des hommes qui s'occupait le plus de l'octroi de mer, à l'époque, c'était un certain Michel Renard.
Le shérif. Le shérif. Mais Michel Renard, tout en étant un homme de droite, était un partisan résolu de la protection de la production locale. Alors, il respectait la loi, il consultait la direction de la concurrence de la consommation, qui régulièrement lui disait, vous allez mettre, par exemple, un octroi de mer à 25% sur les farines pour créer un marché commun, parce qu'il y a une usine en Guadeloupe, et on va mettre le même octroi de mer en Martinique et en Guadeloupe pour permettre à la farine de la Guadeloupe d'avoir les deux marchés. Bon. Bien sûr, on disait que c'était empêcher les moulins de Pantin de vendre en Martinique, les moulins de Pantin. Bon. Et qu'est-ce qui se passait? La direction de la concurrence venait dire non. Et à l'époque, de par la loi, Michel Renard passait outre, le rapport était voté au Conseil général et on instaurait l'octroi de mer. Eh bien ça n'existe plus. L'Europe a grignoté ce pouvoir. Il faut demander, il faut lever le doigt, est-ce que je peux changer, mettre la bière? Je suis concurrencé par la bière d'Esperados. Est-ce que je peux passer de l'écart entre la bière importée et la bière locale de 20 à 30%? Est-ce que vous donnez l'autorisation? Et une fois par an, en plus. Une fois par an. OK? Voilà. Donc, je voulais dire ceci. Le deuxième aspect de l'octroi de mer, il y a l'aspect ressources pour les collectivités, et il y a l'aspect pouvoir local. Et je ne supporte pas, en tant que jacobin, français, colbertiste, je réclame la souveraineté alimentaire après la crise du coronavirus pour mon pays, mais la souveraineté économique pour mes départements d'outre-mer, non. Alors, quand est-ce qu'à la 7e, vous relancez le congrès, peut-être pour parler de certaines choses? Ah ben ça, tu parles à un convaincu. En tout cas, le fait est, c'est que cette question... Du congrès? Cette question de l'octroi de mer. Je pense que c'est comme dans le combat des Horaces et des Curias. Vous connaissez le combat, la fameuse dans l'Énéide. Bon, je pense, non, c'est pas, je me trompe. Enfin, les Horaces ont affronté les Curias, ok? Bon, eh bien, au cours du premier engagement, il y a 2 Curias qui ont été tués. Et puis les 3 Horaces ont été plus ou moins blessés. Qu'est-ce qu'il a fait, Curias? Il a couru, et comme il portait des armures, à l'époque, c'était à l'époque de Rome, le moins blessé, allait un peu plus vite, mais il était blessé. Le deuxième était un peu moins, il allait plus loin. Et puis celui qui était très blessé, il se traînait pour poursuivre. Curias s'est retourné, il a combattu le premier, il l'a tué. Le deuxième était plus faible, il tuait, mais le troisième est arrivé. Bon. Autrement dit, dans cette affaire, nous allons d'abord nous occuper des deux rédacteurs experts du FMI. Je vais, en tout cas en ce qui me concerne, je vais proposer que notre collectivité réponde à ce rapport nous allons consulter les socioprofessionnels. Je pense que dans cette affaire, il faudra que chacun choisisse son camp, clairement, parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont pour l'octroi de mer, mais qui en réalité sont des défenseurs des lobbies de l'importation. Parce qu'ils sont les deux, souvent, qui sont fabricants et importateurs. Alors le problème, c'est que je suis chauve-souris, vous voyez mes ailes, et puis je suis rat, regardez les pattes. Non, parce qu'il y a un élément qui est terrible, c'est que on se bat pour quoi? Quelle valeur? C'est quoi? Est-ce que ça en vaut la peine? Ok? Tu te bats sur 240 millions par an. Ok? Souvent je dis merci le Covid, quoi. Désolé pour tout l'impact, mais il y a un moment où la vérité éclate avec ce qu'on pourrait appeler un facteur extérieur, quoi, incident. Parce que là, c'était difficile d'avoir 10 millions d'euros, 40 millions d'euros. Je me rappelle, on s'est battu pour l'hôpital. 40 millions d'euros, ouais, mais les frères, machin. Là, c'est milliards. Prêt garanti de l'État. Combien? 300 milliards.
Attends, quand tu entends ça la première fois, tu dis, pardon, j'ai pas bien compris, 300 milliards? Tout à fait. Oui, oui, monsieur, 300 milliards. Vous avez vu le prêt que la sécurité sociale va faire, là? Ouais. 98 milliards d'euros. Tout à La fait. sécurité sociale va faire un emprunt de 98 milliards d'euros. Et- C'est-à-dire que ni 5 semaines, sous t'es dit à dans le conseil d'administration de la Sécu, est-ce qu'on pourrait pas... Là, il y a qu'à laminer. Là, mais non, c'est parti, on y va, là. Merkel et puis Macron. Ouais. Macron, Qui a fini la 500 télé. milliards. 500 milliards. Et puis attention, 500 milliards non remboursables, les frères. Ouais. Non remboursables, c'est-à-dire que, bon, nous qu'à balancer, quoi. Adam Baïta, alors, les mots comme ça, les mots qui Alors. penser aux difficultés financières de notre collectivité majeure, me dit, moderne, 500 milliards, si nous t'es qu'attrapé ne serait-ce que... Bon, en gros, nos experts nous ont dit que pour que notre collectivité soit à l'aise, qu'elle fasse face à aux compétences qui sont les siennes, c'est qu'il nous manque 200-300 millions. Ouais. C'est une paille. Alors, c'est l'occasion Parce que c'est l'occasion de poser ce problème. Il y a des gens qui disent c'est pas vrai, c'est pas vrai. Oui, c'est ça la réalité. Ah, La c'est réalité, on a une collectivité qui a des responsabilités, notamment sociales, économiques de développement économique, qui ne peut pas gonfler son budget d'investissement, sauf à s'en tirer sur les dettes. Alors, c'est l'occasion aussi pour moi de poser une question. On avait le Conseil général qui avait un budget, le Conseil général régional qui avait un budget, il semblerait que lorsqu'on faisait la fusion, on ne perdait rien. Donc, 4 ans plus tard, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on a vraiment gardé la somme additionnée des deux entités? On a un petit peu perdu. Parce qu'il y a un phénomène. Un des phénomènes, il y en a plusieurs. D'abord, il y a eu la baisse des dotations de fonctionnement qui a atteint à la fois les deux. Donc, Mais qui avait quand même commencé avant Macron. Il faut être honnête, sous Hollande. Hein. Ouais. Bon. Mais qui s'est arrêté, quand même. Qui s'est arrêté. Plus ou moins. Deuxième phénomène, il y a la non-compensation des De tout ce qu'on vous transfère. en gros, des allocations individuelles de solidarité, les AIS, c'est-à-dire RSA, MPH, les deux handicapés, aux personnes atteintes de handicap, etc. Bon, chaque année, c'est quand même un déficit. La Cité avait été obligée de puiser dans ses autres ressources entre 50 et 70 millions pour combler ce reste à charge. Que l'État était censé Payer. D'accord. Et au total, depuis 2004, on a fait le cumul, c'est 770 millions d'euros que l'État doit à la CTM. C'est une somme due. Oui. Ouais, c'est une somme due Que vous ne pouvez pas réclamer. que nous réclamons que le président Marie-Jeanne, chaque fois que le président Marie-Jeanne, tiens, récemment, il était en visioconférence avec le président de la République, avec il ne mâche pas ses mots, il le dit bon, correctement, poliment, mais il le dit. Oui, mais il le dit, mais il ne l'a pas. Il a- Parce que c'est l'État qui doit, l'État. Non, mais peut il ne pas l'aura payer. il ne l'aura pas. Il ne l'aura pas, Si c'est clair. c'est toi qui dois cette somme-là, enfin même 10% de cette somme-là, tu es obligé de payer. Alors, mais là, c'est l'État qui doit. Ce donc, que dit Eddy quand même est intéressant. C'est que, néanmoins, me semble-t-il, la crise sanitaire, notamment sur la question des finances, ouvre une fenêtre, c'est pour ça que je voulais le dire. En fenêtre qu'il a, en tunnel. Alors, à mon avis, mais la condition, c'est de cesser les petites querelles subalternes. Ouais. Et que tous les élus martiniquais, sur cette question-là, sur le financement des collectivités locales, parce qu'on ne sortira pas de la crise en Martinique simplement en attendant dans des décisions qui viennent de Paris. Il faut renforcer la capacité d'action, d'analyse, d'expertise et d'initiative des collectivités mais locales. c'est l'occasion de relancer le Congrès. Exactement. Pour faire travailler tout le monde ensemble. En tout cas, je crois, en le tout Congrès cas, c'était ça. Faire travailler Il tout faut le monde prendre au ensemble. mot ce que dit souvent Eddy depuis le début. Il a souvent dit ça. On a dit différenciation, on va aller. Ouais. On nous si la différenciation permet précisément dans la direction que tu indiques. Parce qu'il ne faut pas avoir le fétichisme des mots. Bon, si article 74 fait peur, bon, nous finissons plus ça. Mais si nous peut rattraper sur une appellation,
Non, là, nous avons vu un moment historique. Michel, redis-le, Michel. Je le redis, il ne faut pas avoir le fétichisme des mots. Voilà. Et tu vois, je dis ça ça depuis longtemps. hein. Mais je te dirais que l'actuelle présidence du Conseil exécutif, dans les faits, c'est ce qu'elle fait. Oui, mais... Sans bruit, sans faire de... Mais il faut qu'ils le disent. Il faut qu'ils le disent. Parce que, en fait, et c'est intéressant parce qu'il y a une conjonction là entre une crise sanitaire mondiale. Donc, voilà. C'est comme si une météorite géante était tombée sur la Terre. C'est ça, en fait. Hein. OK, c'est le même impact. OK. Donc, on se dit, les dogmes, c'est gentil, mais quand ça fonctionne. OK, ça fonctionne pas, donc il n'y a plus de dogmes. Au revoir. Donc, c'est là que ça devient intéressant. Il y a une conjonction entre cette crise sanitaire et des élections. Parce que Macron, là, c'est élection 2022. OK? Tu prépares ton élection 1 an et demi avant. Ah ben c'est ça, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il avait déjà prévu d'ouvrir les vannes. Vous vous rappelez? Les recettes fiscales de l'État, les mecs ne pouvaient plus. Il y a tellement de fric qui rentrait, ils n'en pouvaient plus. N'oublie pas aussi le contrat de convergence et de transformation qui, quand même, sur 5 ans, a donné 865 millions et que nous devons renégocier, notamment pour mettre plus d'argent, notamment, tiens, dans un dossier qu'on a parlé la semaine dernière, sur la réparation de nos réseaux. Des réseaux sociaux. De l'eau. Ouais. Tu comprends? Et donc, il y a ça, c'est extrêmement intéressant. Et puis, il y a la renégociation ou la négociation du programme opérationnel européen. Tout à fait. Donc, et ce qui était prévu, bien évidemment, c'était une baisse drastique de ce qui allait être donné aux régions ultra-périphériques. À l'outre-mer. À l'outre-mer. Bon, mais tu imagines Là, bien que ça ne sera pas possible. Ouais. On va leur dire, les mecs, mais non, arrêtez. Vous avez vu ce que vous donnez aux régions et aux pays impactés? Mais nous, on était déjà impactés, on a été encore plus impactés. Voyez l'argent descendre. Voyez. Parce que on est, tu sais, je pense que on veut jouer à la belote, on sait jouer à la belote et on ne joue pas à la belote. C'est ça notre problème. Pourquoi? Alors, j'essaie d'analyser ça, je relis des rapports, je me dis, mais qu'est-ce qui a fait peur aux gens? Qu'est-ce qui leur manque pour dire, ben, on est français? On est français, on s'assoit. Oui, bien sûr. D'ailleurs, je peux t'aider dans ta région Alsace. J'ai une expérience en Martinique, en Guadeloupe. On peut. Qu'est-ce qui leur manque? Il leur manque, je finis par le croire, il leur manque d'oublier ce qu'on leur a mis dans la tête pendant des années. Tu es noir. Donc, comme tu es noir, tu fermes ta gueule. OK? Je pense qu'il leur faut oublier ça. Et nous devons suivre cet exemple de la révolution qui est en cours aux États-Unis. Trump a eu plein de mauvaises nouvelles, c'est clair. Par contre, il a eu une très, très mauvaise nouvelle. Personne n'en parle. Aux États-Unis, la population non blanche est majoritaire. La population non blanche, c'est-à-dire noir, hispanique, etc. La totale, ouais. Elle est devenue, dans le corps électoral, majoritaire. Ça veut dire quoi? Que c'est fini. Mais la dernière élection de Trump, la première d'ailleurs, il y a des gens de couleur qui ont voté pour lui. Non, mais c'est normal. C'est normal, c'est beau gars plein yeux, c'est beau gars. Yo dit America First. Tu sais, il n'y a pas plus raciste qu'un émigré naturalisé. Hein? Regarde ce qui s'est passé en France à l'époque. Tu avais des vagues d'Espagnols, de Portugais, et je suis bien placé parce que la femme de mon oncle est espagnole de cette génération-là. Et nous avons mis tout le monde, puisque les mecs appellent les pays, ils ont dit, ah ouais, c'est comique d'Espengos. Je dis, mais comment, Tati, tu es pas espagnol? Ou quand tu es ce gars, oui, non, mais bon, ils ne respectent rien comme ça. Il n'y a pas plus raciste qu'un ancien émigré, on le sait. Il veut se faire accepter. Bon, mais le Mexicain de l'époque, tu imagines, Bouga américain, frère. Bouga a dit, ah, pas Vini. En dessous de la table, il a dit, bon, Vini. Officiellement, non. Vous devez être strict. Bon, mais c'est fini, Trump.
Le dernier sondage, là. Sa gestion Hier, du Covid, Biden a crasé, monsieur, pour une raison simple. C'est que les mecs, les Mexicains, ils ont compris, hein, ok? Trump a dit au gouvernement mexicain, si vous laissez passer des gens, tous les investissements américains, les usines, les maquilladoras, ça s'appelle comme ça, qui fabriquent des produits et que j'importe à travers mon échange, mon accord de libre-échange avec vous, me rajoute en taxant ça de 50%, frère. Ok? C'est beau. Et pourtant, le boss du Mexique, c'est un mec de gauche. Hein? Oui. Ok? C'est un mec de gauche. Oui. Regardez, je déploie tout au long de la frontière des militaires. Le nombre d'immigrés latino-américains passant la frontière a baissé de 80%. Ok? Donc, tu imagines bien que les Mexicains ne le supportent pas Trump à cause de ça. Et là, il y a qu'à balayer, il y a qu'à plicher. D'accord. Bon. Cette nouvelle-là, et je vais jusqu'au bout de mon raisonnement, nous devrions faire comme eux, en disant, messieurs, que les choses soient très claires. Mais tu vois, c'est ça, on n'arrive pas à aller au bout de l'honnêteté intellectuelle ici. Messieurs, très clairement, chez nous, il y a des gens qui veulent l'indépendance et il y a des gens qui ne veulent pas l'indépendance. Très bien. Les gens qui ne veulent pas l'indépendance sont largement majoritaires. Ok? Donc, nous allons respecter le choix du peuple. Par contre, nous sommes français et plus français que certains d'entre vous. Ok? Tous les petits là qui sont arrivés dans la fin du 19e siècle, là, la Savoie, Nice, bah, comme ça, et au Vigny, après nous, les Corses, tout ça, nous, 1635. Plus français que nous, il n'y a pas. Ok? Donc, nous avons droit à tout ce que vous distribuez à tout le monde. Et tu vois, ce discours-là, il est tenu par qui? Tu as une série de gens qui sont dans l'ambiguïté en permanence, quoi. C'est-à-dire que le matin aux Français, l'après-midi ou pas français encore, le soir au journal télévisé, au cas dit Chomayou, fermez votre bouche, je regarde le journal de TF1 à 20h. Voilà, c'est ça notre ambiguïté permanente. Au cas où il fait Paris, au cas l'air de manger dans les meilleurs restaurants français, ok? Il y a quand invité à Gennevilliers pour manger dans un restaurant. Vous savez, anti-gargote, anti-yes, bon, j'ai pas le temps. Voilà la réalité. Ou qu'à débattre chez Paris, ou qu'à monter dans un avion, ou qu'à aller écouter musique à Vienne. Qu'à écouter musique Vienne. Il y a qu'à inviter dans Tibet, à Juvisy, pour anti-Bel, tu sais, une petite association, machin, on va dire, bon, j'ai pas le temps. Non, faut arrêter. Parce que c'est bien de dire que j'étais au Prater. Oui, mais allons assumer, tu peux faire les deux. Je vais quand même mettre un petit bémol à ce que dit. Vous savez bien que c'est ça qui a existé. 1635, bon, c'est l'un des noms, on ne va pas assumer ça. Mais ceci dit, ça n'empêche pas de dire, effectivement, dans le cadre actuel, nous sommes dans le cadre de l'article 73, d'exiger ce qui va avec l'article 73. Bon. Et puis, bon, et d'aller jusqu'au bout du système. C'est-à-dire que d'aller jusqu'au bout du système. Bon, maintenant, ça n'empêche pas non plus d'envisager autre chose. Donc, c'est pas être ambigu que de dire je suis un démocrate. Bon, bien que les fameux référendums qu'il y a eu en Martinique ont eu lieu dans des conditions de chantage. Bon, on va pas revenir dessus. De chantage à la protection sociale, qu'il faut que ce n'était pas de vrai référendum. Fermons la parenthèse. Bon, c'est-à-dire quand on dit, si vous... On dit on ferme la parenthèse, mais encore ouvert. Bon, mais ceci dit, ça n'empêche pas d'envisager un autre type de rapport dans le cadre de cette République où, quand même, on doit donner aux élus du territoire la capacité de gérer ce qui... C'est un principe qui est même reconnu par l'Europe. L'Europe appelle ça le principe de subsidiarité. Mais tu sais, ce qui est intéressant, et moi j'aime quand Michel exprime clairement ici ce qu'il a du mal à faire les autres dire
à la CTM. Mais c'est fondamental. Tu sais, le mépris va où? Il va dans le quotidien. Il y a un moment, il faut arrêter. Tu as vu la façon dont les médias français traitent les Outre-mer? Tu as vu LCI qui met la carte de la Guyane et qui dit que c'est la Martinique, et la Martinique que c'est la Guyane. Tu as vu TF1 qui veut illustrer la fermeture des écoles, ou en tout cas le refus d'ouverture des écoles, en mettant une classe haïtienne avec des tables sur lesquelles il y a marqué UNICEF. Ok? C'est ça la réalité. Ok? Et ces messieurs, pas qu'à excuser quoi yo. Yo écrit ces messieurs pour dire yo les mecs. Alors imagine que je mette une classe de Paris, 14e, et que je dise que cette photo a été prise au fin fond de la Russie orientale. C'est Bouyade qui dit mais non, mais les mecs, arrêtez de déconner, ok? Bon, on n'a pas ce rapport de force. Il faut l'avoir. Il faut que ces gens nous respectent, ok? Comme nous les respectons. Mano, là où on met toi, Mano, ou pas fait qu'on s'y au boraillot, hein? Ou d'accord, et puis moi, nous toutes qu'à plutôt marcher correctement, nous qu'à raser les murs, puisque, tu comprends, vu notre faciès, on regarde la tête de Michel, on regarde la mienne, on regarde la tienne, tu imagines bien que... contrôle, comme par hasard. Nous prie. Quand identité, toute bagaille. Donc, au moins, nous qu'à respecter ces montas, nous qu'à respecter, faut you, respectez-nous, ok? Il faut qu'on soit dans cette optique d'échange, de fraternité, d'égalité. Mais on ne se fait pas d'illusions, ok? Mais on doit aller. Et toi, tu as prononcé un mot qui est fondamental, allons jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout. Il n'y a pas de passe-droit. Très bien. Eh ben, il n'y a pas de passe-droit. Il n'y a pas de passe-droit sur les devoirs. Il ne peut pas avoir de passe-droit sur les droits. C'est ça qui est fondamental. Voilà. Bien. Alors, j'ai une question qui m'a été posée concernant la retraite. C'est une dame qui a 63 ans, qui pense partir à la retraite bientôt, mais elle continue, même si elle est malade, parce que sa retraite, on lui aurait dit qu'elle va toucher 800 euros. Et en fait, elle m'explique que le calcul, on lui aurait dit qu'on lui enlève les 40% de vie chère lors de la retraite. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Oui. Elle est fonctionnaire. Elle est fonctionnaire. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Non, mais c'est une vieille... c'est un vieux problème. Mais quelqu'un qui touche plus de 2000 euros, 2500 euros, je crois, se retrouve avec 800 euros. Bon, je ne sais pas. Oui, là, il y a un doute. Il y a un problème. Il y a un problème. En tout cas, le fait est, grosso modo, compte tenu... Alors, tout dépend, mais d'une manière générale, ça dépend du secteur de la fonction publique. Bon, il y a des secteurs de la fonction publique où il y a le salaire réel est majoré non seulement par les 40%, mais par différentes primes. Donc, d'une manière générale, les primes ne sont pas comptées dans le calcul de la retraite. Ni les 40%, ni les 40%, ni les primes. Donc, ce qui veut dire que, quelquefois, pour beaucoup de fonctionnaires, le passage à la retraite, c'est moins 50%. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans les rapports de la Cour des comptes, on dit que dans l'outre-mer, beaucoup de gens vont jusqu'au bout, jusqu'aux 65 ans, et que ça ne fait pas de la place, parce que les gens ne veulent pas perdre les 40%. C'est ça. Et par contre, à la Réunion, pour des raisons probablement qui tenaient à l'époque à la présence de certains Michel Debré comme député, ils ont obtenu quand même le maintien d'une majoration qui n'atteint pas 40%, mais qui est de l'ordre de 33%. Donc, mais ça ne s'applique pas ni en Martinique, ni en Guadeloupe, ni en Guyane. Il faut quand même indiquer que quand on touche 2500, on est fonctionnaire, on touche 2500 euros net. S'il n'y avait pas les 40%, on toucherait 1700 euros. C'est ça. Tu vois déjà le décalage. Ce qui fait que la chute de pouvoir d'achat... C'est énorme. Ouais. C'est pour ça que beaucoup de fonctionnaires, par exemple, si tu dois changer de véhicule, tu le changes avant ton départ à la retraite. Sinon, on va te prêter l'argent pour... Mais oui, mais cela dit, alors, je ne sais pas si la perte est de l'ordre de ce que dit
Ouais, ça fait cette beaucoup. dame. Ça fait beaucoup quand même. Ça hein. fait 50% du net. Pour un fonctionnaire, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je me suis dit ça aussi. Il y a probablement une erreur. Non, mais Et c'est pas parce que c'est une fonctionnaire de la CTM. Je pense que c'est Ouais. tous les fonctionnaires sont lotis de la même manière. Non. Donc, S'il y a une chose qui est remarquable dans la République française, c'est bien le statut de la fonction publique inventé par un certain Maurice Thorez. Communiste. Bon Communiste. temps. ben oui. Qui fait que, Un ami des Césaire. oui, quoi qu'en dise Aimé Césaire. Quoi Quoi qu'on qu'en dise. dise Aimé Césaire. Et ce statut qui a été rénové en 1981 par un autre ministre communiste dont le nom m'échappe d'ailleurs, bon, ce statut introduit l'égalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de discrimination. Et en particulier, la discrimination homme-femme. Alors, il y a des différences, mais qui viennent à l'évolution des carrières. Mais ce statut, il est égalitaire. Et c'est le statut le plus garanti, le plus égalitaire au monde. Alors, aujourd'hui, j'entends le ministre de la Santé, quand je dis aujourd'hui, bon, avec le président de la République, par rapport aux infirmières, qui oui. explique, ces gens-là disent que, vu ce qu'elles touchent, elles ne vont pas rester très longtemps infirmières, et ceci, cela. Donc, lui, il semble dire qu'il va arranger les choses pour qu'elles puissent avoir un deuxième emploi. Est-ce que ça peut être généralisé à tous les fonctionnaires? Que Alors, quelqu'un veuille avoir un deuxième emploi parce qu'elle sait qu'au bout du compte, sa retraite, elle n'aura pas grand-chose. Elle n'a pas le droit parce qu'elle est fonctionnaire. Bon, bon. On parle de choses légales, hein, parce que ni ça qu'a fait un bâtard. La négociation commence, je crois, la semaine prochaine. Elle est dirigée par une ancienne, d'après ce que je crois savoir, la négociation, le Ségur. Il appelle ça Ségur. Cette négociation sur la situation des personnels des hôpitaux publics commence, sur le plan santé d'ailleurs, parce que ça recouvre, ça va au-delà de l'hôpital. Bon. En tout cas, le fait est que le véritable problème, c'est la revalorisation des carrières de ces personnels, qui sont les moins payés, les moins bien payés d'Europe. Ouais. Donc, alors, maintenant, que l'on propose aux gens, au lieu de revaloriser leur salaire, de leur avoir un deuxième emploi, bon, là, ça commence déjà à sentir l'entourloupe. Hein. Sauf si ce deuxième emploi est dans l'hôpital. Mais bon, alors, ça s'appelle le taux de remplacement. Et aujourd'hui, il est en moyenne de 80%. Et vous prenez le dernier salaire net que vous avez, vous appliquez. Alors, ça dépend des professions. Il y en a pour lesquelles c'est plus bas, 74%, mais bon, en moyenne, on va dire 80%. Dans la fonction publique, c'est 75%. Voilà. Et vous, donc là, cette dame, j'enlève les 40%, je prends 1 700 €, j'applique 80%, j'ai appliqué 74%, ça donne 1 300 €. Voilà. Ben, dis donc. Elle passe de 2 500 Alors, il y a peut-être à des 1 300. majorations. Il y a peut-être des majorations pour le nombre d'enfants, etc. Ouais. etc. OK. D'accord. Ouais. Non, mais c'est clair que les fonctionnaires doivent s'attendre à une chute brutale de leurs revenus À la retraite. à la retraite. Mais c'est terrible, cette espèce de... Comment dire, C'est deux mondes. de surprime pendant toute une vie. Il faut très clairement que... Alors, pour ceux qui viennent de rentrer dans la fonction publique, moi, je vous conseille de mettre entre 10 et 15% de cette somme je vais vous dire une chose. de côté. Je peux citer mon cas personnel. Oui. J'aimais les grosses voitures. J'avais notamment une grosse Nissan. Quand je suis parti à la retraite, malheureusement, au cours d'une campagne électorale, j'ai bousillé ma voiture. Et bien, j'ai acheté la petite Dacia, le premier modèle. Tu es revenu sur Terre. Mais oui. Et j'ai découvert que finalement, qu'une voiture, ça sert simplement à se déplacer. Je n'ai pas besoin de faire le malin dans une grosse bagnole. Tu imagines comment l'aliénation disparaît avec l'âge? Non, mais, parce que c'est ça aussi que nous devons, au niveau de la Martinique, parmi les choses à changer notre comportement avec la crise actuelle, nous devons aussi sortir de cette société du paraître et de la consommation à outrance. On sera obligé, comme dit Eddy, de revenir sur terre. Ouais. Oui, mais attention, Michel, j'ai fait un cours ce matin sur ça, donc je vais me permettre de faire une petite rectification. C'est aussi dans les mentalités de penser que nous sommes des surconsommateurs.
Mais la réalité, ce n'est pas vrai. C'est vrai qu'une partie d'entre nous surconsomment tout simplement parce qu'ils ont des surrémunérations. C'est clair, on l'a déjà indiqué ici, nous sommes une société avec des décalages de revenus considérables. Bon, mais la moyenne, c'est pas du tout ça. On est très très loin des standards de consommation européens et américains. Tout à fait. Donc, en matière de bagnole aussi. Mais oui. Prenons un exemple. Ouais. Il y a des gens qui disent, rien qui BMW, c'est Boga qui a roulé en pays. Ok? On vend combien de BMW par an? 200. C'est Boga qui a dit, ouais, Porsche, c'est Boga qui a vendu Porsche, machin. Il y a une année là, soit 2018, soit 2019, je ne sais pas, je pense que c'est 2018, on a vendu 26 Porsche. Je m'excuse auprès du concessionnaire Porsche, mais quand tu vends 26 Porsche, tu as droit à un certain respect parce que finalement, tu n'as pas vendu tant que ça, Porsche, ok? Quand tu prends des ratios du nombre de Porsche par habitant, la Martinique doit être en 250e position. Donc, les petites cylindrées sont devenues majoritaires. Largement. Il faut... Alors, autant il faut dire qu'il faut qu'on change de mentalité, effectivement, et dire que la consommation ne peut pas être une forme de divertissement toute l'année. Je pense qu'il faut arrêter. Mais il faut, en tout cas, en prendre conscience. Mais il y a beaucoup d'a priori, de poncifs, sur le fait que les Martiniquais n'épargnent pas, qu'ils consomment comme des malades. Tout ça est faux. Tout ça est faux. Nous avons un taux d'épargne qui est supérieur au taux d'épargne de la France. Nous sommes à 900, nous sommes en moyenne, donc sur l'ensemble des ménages, nous sommes en dépenses mensuelles de consommation, tout compris, à 900 €. Ok? Là-bas, les mecs sont à 1600 €. Donc, nous n'y en rita quand même. Notre revenu moyen par habitant est 30% inférieur au revenu national. Français. Nous en rita. Donc, désolé. Alors, tu disais tout à l'heure là, un conseil avec aux jeunes. Des écarts, en plus, quand tu dis moyen, avec des écarts bien supérieurs entre les moins ce qu'on appelle le premier quintile et le cinquième quintile, c'est-à-dire les plus modestes et les plus riches, qui est beaucoup bien supérieur à ceux de la France. Ouais. Alors, quand tu parlais tout à l'heure là de conseils donnés aux jeunes qui arrivent de mettre 10 à 15% de côté, mais un truc qui m'a toujours étonné, c'est que les fonctionnaires, pardonnez-moi, je ne parle pas de tout le monde, mais bon, j'ai déjà entendu autour de moi, dans ma famille ou ailleurs, les fonctionnaires, parce que les banques permettent, donnent des découvertes, tout ça, les fonctionnaires, à la fin du mois, ils sont déjà... la paye est finie. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours étonné. Je me dis, mais... Alors, dans les statistiques de surendettement... Oui, il me semble qu'il y en a beaucoup de l'IEDOM, certaines années, ils vous donnent les catégories socio-professionnelles des gens qui sont surendettés. Et on est assez surpris de voir qu'il y a au moins 40%, 50% de gens qui sont dans la fonction publique. Ouais. Le principe du surendettement, le moteur du surendettement des fonctionnaires est lié au fait que la garantie de la paye tous les mois incite le banquier. Je veux dire, un banquier qui ne prête pas, c'est un banquier qui fait faillite. Un banquier qui ne vous donne pas de découvert sur lesquels vous avez des frais relativement confortables, c'est un banquier qui fait faillite. Donc quand vous avez une paye qui arrive tous les mois, le banquier vous dit combien vous gagnez? 2 000 €. Il vous dit non madame, vous gagnez 4 000 €. Ah bon? Oui, vous avez vos 2 000 € et puis je vous donne 2 000 € de découvert. Donc vous gagnez 4 000 €. Quand on dit que tu gagnes 4 000 €, frère, eh ben, tu adaptes non pas ton style de vie à tes revenus, tu adaptes tes revenus à ton style de vie. C'est tout. Voilà. Donc, tu vaux 4 000 €. Donc, quand tu rentres dans un centre commercial, tu vaux 4 000 € par mois. Tu ne vaux pas 2 000 €. C'est-à-dire que tu achètes tout ce que tu vois. Tout ce que tu vois. Et des fois, très souvent, ce dont tu n'as pas besoin. Exactement. Et puis, quand tu arrives et le mec, il voit que tu as 5 600 € de découvert, il te dit écoutez, c'est pas grave, on va ajuster votre découvert. Ça, vous regardez. Et pour rembourser ces 2 000 € de découvert-là... Ils te font un prêt. Après à la conso. Ben oui. Mais tu as raison, un banquier qui ne prête pas, il ne vit pas. Et puis à un moment donné, tu hypothèques ta maison. Oui. Oui. Enfin, la maison appartient déjà au banquier.
Et au bout d'un moment, ce qui arrive, et c'est le cas, tu payes un loyer au banquier pour rester dedans. Pour rester dans ta maison. Ben oui. Et puis tu n'oublies pas de rembourser quand même le prêt. Non, mais on parle de ça, on rigole, mais malheureusement, c'est la vérité. Mano, les gens qui nous écoutent, c'est... Mano, il y a des gens qui sourient parce qu'ils sont concernés. Le problème, c'est que c'est plus des gens qui sont concernés maintenant. Là, ce sont des États. Oui. Donc les mecs, ils vont comprendre ce qu'on vit au quotidien. Exactement. Alors, j'ai cru comprendre que vous ouvrez les vannes pour les médecins cubains, c'est bon? Ils arrivent bientôt? J'ai vu ça là, je vérifie pour ne pas raconter de bêtises, sinon Manuela va me tirer l'oreille. Le président du conseil exécutif a annoncé ce mercredi l'arrivée des renforts sanitaires cubains. Ah ben, c'est une bonne idée, ça, c'est une bonne nouvelle. Il y en avait 15 qui étaient prévus, 22. Je pense qu'il attendait une décision. Il y avait quand même des négociations avec le préfet, quand même, des choses comme ça, mais bon. Avec le ministère des Affaires. Ça passait quand même par le ministère des Affaires étrangères. Hein. Ça ne fait pas partie des prérogatives d'un président de collectivité unique. Il est obligé de passer par l'État. Alors, quand est-ce qu'on refait le congrès là pour le 74? Non, mais... tu as compris. C'est le leitmotiv de l'émission. Non, mais c'est pas ça. C'est que quand même, avec tout ce qui nous arrive là-dessus, tu te rends compte qu'on a besoin peut-être de ces fameux médecins cubains là, on aurait peut-être eu besoin de ces gens-là avant. Ouais. Et bon, pas pour le Covid. Pas pour le Covid. Il faut dire la vérité aux gens, mais ces médecins-là, c'est pas pour le Covid. Bon. C'est pour un certain nombre de spécialités où notamment il y a des manques anesthésistes, par exemple. Voilà, c'est ça. Alors, quand vous regardez en plus de ça, comment c'est géré cette histoire de plage, de pas plage, d'ouverture de la mer, bateau, pas bateau. Vous vous rappelez de ce qu'on disait sur le préfet de Guadeloupe et le préfet de Martinique? Vous avez vu ce qu'il a fait, le préfet de Guadeloupe, là, pour demain? Il a ouvert. Il a dit, les maires, c'est Bougara a dit, oui, mais vous savez, monsieur le préfet Bougara dit, stop, c'est fini. Je vais prendre un arrêté, terminé. J'ai listé les 19 plages qui seront ouvertes en Guadeloupe demain matin, de l'aube à 11h, fermées de 11h à 14h30 et ouvertes de 14h30 au coucher de soleil. Au revoir. Mais en fait, qu'est-ce qui empêche... Ce préfet est extraordinaire. Mais qu'est-ce qui empêche ici qu'on ouvre les plages? Les gens sont quand même pas... je ne vais pas tomber dans la démagogie. Non, ce n'est pas une question de démagogie. Est-ce que nous ne sommes pas capables de faire attention, je veux dire? Bon, alors il y a deux écoles. Hein. Il y a des gens qui disent c'est la liberté individuelle, les gens naturellement... Moi, je ne crois pas à ça. Je crois que malheureusement, dans les sociétés que nous avons, il faut des règles. Et que, s'agissant des plages, ce que l'on craint, c'est pas tellement que le type qui court tout seul, qui fait son footing, et puis qui va Bougacaï prendre les tchètes, et qu'après rentrer au Bougacaï, qui prend en manche. C'est pas ça. C'est pas ça. Ce qu'on craint, c'est les rassemblements. C'est le... Tu sais, avec les voitures, les coffres ouverts, le barbecue. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, faut pas nier qu'il y a un problème. Et d'ailleurs, à partir du moment où tu instaures ça, il faut surveiller que c'est appliqué. Et c'est ça qui a fait que certains maires se sont dit, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas de garde champêtre, je n'ai pas suffisamment de policiers municipaux pour faire ça. Michel, est-ce que ce serait de la responsabilité... J'aime bien les gardes champêtres, tu sais. Est-ce que ce serait de la responsabilité... Non, mais ça va avec les tchètes gardes champêtres. Est-ce que c'est de la responsabilité des maires de veiller à ça? Oui. C'est pas l'État, c'est pas le préfet? Non. Ah non. Le préfet surveille une plage, il te dit, frère, c'est pas mon boulot. Non, c'est la responsabilité des maires. Ben oui, donc aucune commune ne peut faire ça alors. Bon, et le problème, c'est que jusqu'ici, le préfet de la Martinique devait le régler ces jours-ci, je pense. Il a fait des propositions qui ressemblent à celles du préfet de la Guadeloupe. Exactement la même chose. Bon, et il a demandé aux maires de prendre leur responsabilité. Et la semaine dernière, c'est ce que nous avons dit ici. Il faut que les maires... Bon, c'est vrai qu'il y a des problèmes. Alors, la responsabilité pénale a été levée par une loi. Oui. Bon, mais il y a aussi... Alors, il y a quand même un aspect financier. Il y a un aspect personnel. Il faut... Parce que, malgré tout, nous sommes responsables, mais quand même, il faut de temps en temps qu'il y ait un policier qui te dise « mets ta ceinture de sécurité ». Mais il me semble que le maire de Macouba était inquiété pour
un enfant Oui. qui est mort dans un Dans bassin, une piscine. dans une piscine. Oui, oui. Oui, tout à fait. Alors que je crois même, je ne sais pas s'il y avait un panneau, mais enfin bon. Non, il y a la responsabilité pénale des élus locaux, c'est un sujet. Hein. Oui. C'est un truc. Le D'ailleurs- nombre de maires qui ont été Il y a eu un condamnés. Il y a eu d'ailleurs un maire qui a été condamné pour une histoire Enfin, en France, bon, enfin, il y a plusieurs cas. Ouais. Bon. Donc, je ne nie pas qu'il y ait un problème de finances, Non, en de fait, personnel. Tu sais ce qui s'est passé? Les types, ils ont pris des photos des plages avant le Covid. Ils ont regardé, ce qui se passait. Ils ont montré ça au maire. Le maire a dit non. Non, il fait même belle. Non, il y a qu'à venir Mais de toute façon, Mais en France- c'est reculé pour mieux sauter. Je veux dire, il vaut mieux prendre la décision, constater les abus, les régler, négocier, plutôt que de dire non. Plus tu maintiens des jeunes dans cette espèce de frustration qui est... Tu sais, tu parlais de la ligne de crête la dernière fois. Économie, santé. Le problème, malheureusement, entre guillemets encore, on n'aille pas interpréter, malheureusement, ça n'a pas été suffisamment, catastrophique pour que les gens prennent conscience. C'est ni des bougs, moi quand je dis c'est 14 morts, fait combien de cas, pas même 200 cas, ni des mouns qui... En plaisanterie, il y a des types qui disent ça, ok? En plaisanterie, tout simplement parce qu'on a été des adultes, parce qu'on a été carré, parce que la situation a été gérée correctement. Mais imaginez, nous, par exemple, pièce mesure, les frères, ni un de bouc qui jamais, ok? Donc, cette situation un peu bizarre, tu sais, de succès sanitaire par rapport à des pays où c'est une catastrophe sanitaire. On regarde ce qui se passe au Brésil et aux États-Unis. Le Brésil, alors là, les mecs, Le Brésil, là, ça vraiment, va être chaud. Hein. Ça va être chaud. D'une manière générale, Et les gens sont d'ailleurs, en train de franchir la frontière Ils pour vont aller bien. en Guyane. d'une manière générale, d'ailleurs, il y a une flambée. Au début, ça n'était pas très, très fort. Dans toute l'Amérique latine et les Caraïbes. Ouais. En Afrique aussi. On se félicitait qu'en Afrique, ça n'avait pas, que le nombre de cas était plus élevé. Ça commence à monter. En France même, pour certaines plages qui avaient été ouvertes, certains maires sont obligés de les refermer. Ben, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Tu dis au type, bon, pas fait, il y aura fait, bon, on va faire mais. On va faire mais. Et puis après, il y aura dit, ouais, ben, mais à faire mais ils ont foutu vagabond. C'est pourquoi la gestion de cette affaire nécessite une adaptation constante aux réalités. Et en fait, personne ne peut donner de leçons sur cette affaire. Ouais. C'est terrible. Hein. Mais, alors, je ne sais pas si ta prochaine question est sur le Covid, mais j'aimerais quand même dire quelque chose, parce que j'ai eu des débats un peu enflammés avec des gens sur la chloroquine. Je voulais juste dire un truc. De Marseille. Juste dire un truc qui me semble évident. En France, la chloroquine est fabriquée notamment, c'est un médicament de Sanofi. On va dire ça. C'est le plus gros producteur en France. Ok. Donc il y a des gens mordicus. Hein. Ouais, on aurait dû donner de la chloroquine aux gens dès le début, etc., etc. Il y a une question que je me pose. Hein. Je préfère, dans ce genre de débat-là, on ne sait jamais. Peut-être qu'après, ils ont raison ou ils ont tort. Ok. Non, mais je me pose une question. Si le type qui fabrique le médicament ne prend pas des pages de pub dans le monde pour dire les frères, ils camachaient, c'est ça pour prendre. Il n'a pas le droit de le faire, mais j'imagine qu'il enverrait partout des gens dire, dès qu'un média vient le voir, en disant mais putain, mais les mecs, allez-y à fond. Mais attends, mais Trump fait la pub pour lui. Non, attends. Sanofi qui fabrique le médicament. Les beaux gars super prudents. Oui, nous avons fait, mais bon, vous comprenez. Donc, Bon, il y a un problème. Il y a quand même un problème. Ouais, Bon, ouais. je dis une chose. Je vais plus loin. Les meilleurs soutiens de la chloroquine, c'est comme par hasard deux présidents d'extrême droite, Trump et Bolsonaro. Et que les sites qui font du professeur de Marseille un héros, c'est essentiellement des sites conspirationnistes et complotistes issus de l'extrême droite. Ouais. Point.
Comme par hasard. Comme par hasard. Depuis une semaine et demie, vous regardez ça, oui, je prends ça, pas de problème. C'est terrible quand même. Hein? Bon. Enfin, bref. Bon. Donc, sans compter qu'il y a d'autres arguments. Il y a une étude récente qui montre qu'il n'y a pas d'effet. Et qu'il y a des effets secondaires qui ne sont pas à négliger. Ouais. Alors, le deuxième tour des municipales, qu'est-ce que vous en pensez? 28 juin ou septembre ou janvier? J'entends même janvier. Le Premier ministre a dit janvier. Hein. Si ça n'a pas lieu là, en juin, c'est janvier. Mais attention, si c'est janvier, on refait toute l'élection. Hein. Toute l'élection? Oui, on refait toute l'élection. La loi française indique très clairement que si le délai existant entre premier tour et un deuxième tour excède 3 mois... On refait toute l'élection, sauf pour les élections. Oui, on refait les deux... les endroits où il y a 2 tours. Voilà. Pour les élections où le maire n'a pas été élu dès le premier tour, on refait toute l'élection, premier et deuxième tour. Mais le problème, c'est que ça reporte les élections sénatoriales. Et ça peut reporter les élections territoriales. Ah, c'est clair. On gagne plus. Attention, alors, les bourglas qui, à l'heure actuelle, qui à chaque plénière, Jacques a positionné et considéré Jacques candidat. Mon père là, c'est comme moi là. Parce que c'est ça le cas vu. Il faut nous donner des noms. Ni des bourgs. Mais il y a des femmes aussi. Il y a des femmes aussi. On se reconnaît. Nous avons proposé instaurer un aide forfaitaire de 1 000 € pour les marins pêcheurs et petites unités agricoles. Nous avons beaucoup de dire mais non, c'est pas suffisant, c'est 2 000 €. Mais pas qu'à nous combien ça va coûter. Donc c'est un beau candidat. Parce que beaucoup de pensé que les gars disent ça et comme ça, il a mieux élu. Bon, c'est pas comme ça qu'on gère un pays. Ce n'est pas comme ça. Mais en fait, c'est comme ça qu'on coule. C'est comme ça qu'on coule un pays. Mais Michel, c'est comme ça qu'on reconnaît ceux qui sont déjà en liste pour la prochaine élection. Non, mais bon, en tout cas. La morale, l'éthique, il y a des gens qui parlent d'éthique. Bon. Alors, j'allais leur dire l'éthique ou l'éthique. En tout cas, pour revenir à ta question, il faut quand même répondre à ta question parce qu'il y a des gens de l'autre côté qui attendent la réponse. Il y a des risques évidents à faire le second tour d'une élection, cette fois-là, en pleine épidémie. On est d'accord. Le premier tour, c'était déjà une catastrophe. La vue du conseil scientifique est telle qu'ils disent vous pouvez faire l'élection, mais pas de campagne électorale. Pas de tract. Il ne faut pas tracter. Faut pas donner marchage à domicile. Pas donner marchage à domicile. Bonjour. Non, comment peux-tu faire une élection sans faire une campagne électorale? Alors en Martinique, c'est possible. En Martinique, c'est possible. Parce que tu passes à la télé, mais à Tourcoing, tu passes sur quelle télé? À Mulhouse, tu passes sur quelle télé? Pas ni télé. Ou pas qu'à aller à la TF1. Donc le Premier ministre recevait les chefs de parti. Peut-être qu'ils ont tous décidé autre chose. À mon avis, c'est parti pour janvier. Ah oui. Donc là, et Michel est en train de dire à tous ceux qui se voient déjà à la tête de la 7e, molli. Ne vous lancez pas trop vite. Ce que je dis, bon là j'ai dit ça sous forme de plaisanterie. Ce que je dis, c'est que les préoccupations des Martiniquais à l'heure actuelle, ce n'est pas ça. De mon point de vue, c'est ce que nous avons, c'est la catastrophe économique et sociale que nous risquons de vivre dans les mois qui viennent. C'est l'angoisse toujours, malgré tout, de la diffusion du coronavirus. C'est ça qui devrait préoccuper principalement les représentants du peuple. Mais attendez, vous dites que l'élection sénatoriale... Ah oui, c'est renouvelé par moitié. Oui, en septembre, en principe, il y a une élection sénatoriale. Qui ne concerne pas les Martiniquais. Qui ne concerne pas les Martiniquais, c'est ça. C'est ce que je me disais. D'accord. Et donc, comme les sénateurs sont élus par les conseillers municipaux, il vaut mieux qu'il y ait des conseillers municipaux, quoi. S'il n'y a pas de conseillers municipaux, il n'y a pas de sénateurs. Mais les anciens. Ah non, mais les anciens n'ont plus le droit de voter. Ils n'ont plus le droit de voter. Ah ben non. Ouais. Ils gèrent les mairies là à titre exceptionnel, mais aller désigner un candidat alors que toi-même, tu peut-être... Parce que n'oublie pas qu'il y a des conseillers municipaux qui ne sont pas candidats. Et oui. Puisque le maire ne se représentait pas. Donc, il se peut très bien qu'il ne soit pas candidat. Donc, le type, il va aller voter alors qu'il n'est pas élu. Quoi. Mais j'ai entendu quelqu'un qui se présente pour un deuxième tour. Hier soir, il disait, vous vous rendez compte, le maire en place
Eh bien, pendant 2 mois, 3 mois, il a géré le truc du Covid, ça lui donne une certaine notoriété. Nous, on ne peut pas faire de campagne, ceci, cela. Donc, en fait, nous sommes... Oui, c'est pour ça que la loi qui établit que ce délai très long a permis à l'élu en place de profiter de la gestion les de sa sortants, vie. Donc, on remet le bébé en place au départ. Mais à mon avis, comme sur la plupart des villes où il y a eu un deuxième tour, le maire ne se représentait pas, à une exception près, c'est-à-dire le Marigot. Marigot, oui. Ah bon? Mais oui. Il ne se représente pas? Non. Ah, il se représente? À une exception près, le Marigot. Le Marigot, le maire se représentait. D'accord. Mais les autres communes concernées, les 6 communes concernées, le maire ne se représentait pas. Par exemple, Saint-Joseph. Saint-Joseph, le Marais, le Diamant, en fait, tout ça, c'est des communes où le maire ne se représentait pas. Et donc, les jeux sont ouverts. Mais ils assument quand même, ils continuent à assumer la gestion. Alors, effectivement, les maires qui ont un héritier parmi les nouveaux candidats, ils ont bénéficié, l'héritier a bénéficié du travail du maire. Ça, surtout si l'héritier était lui-même conseiller, voire adjoint, voire peut-être même premier adjoint. Tout à fait. Et l'analyse fine des résultats indique que dans la plupart des communes où c'était le cas, l'héritier est arrivé en tête. Déjà. Ouais. La prime au sortant. C'est clair. Non, alors, il est certain d'ailleurs que cette élection, c'est l'occasion d'y revenir, cette élection a montré que je prends des maires qui sont élus, le fort taux d'abstention, notamment en Martinique, a bénéficié aux maires sortants. Et tous les politologues, on n'a pas d'études, malheureusement, ce serait intéressant qu'ils disent cela, mais on n'a pas d'études sorties des urnes sur les motivations des votes. Mais en France, on a des instruments, de mesures sur les motivations des gens. On sait qu'effectivement, la prime aux sortants était encore amplifiée compte tenu des conditions dans lesquelles ça s'est passé. Tout à fait. Au lendemain d'une annonce du Premier ministre, comme quoi on allait fermer les écoles, etc. La politique politicienne disparaît dans ces conditions. Rappelle-toi, j'étais pas très vieux à cette époque-là, mais quand il y a eu les événements de mai 68, les élections qui ont suivi, en particulier les élections législatives, ont donné une victoire totale au système en place. Donc c'est souvent ça, il y a une espèce de prime au sortant au moment de la crise. On disait à l'époque qu'il y avait une chambre bleu horizon. Ouais, tellement il y avait des... C'est-à-dire que le Parti communiste, je me rappelle à l'époque, devait avoir 55 élus, il se retrouvait avec 8 élus. Le Parti socialiste aussi. La gauche a été laminée. Ouais. Laminée. Parce que les images des voitures brûlées dans le quartier latin, des pavés, etc., qui avaient été reprises, bien sûr, à l'époque c'était le RTF, qui était entre les mains du pouvoir, avaient fait peur à toute la France. Bien. Ouais. Eh bien, messieurs, une fois de plus, on a fait une belle émission. On a été peut-être... il y aura moins de crispation, tu n'auras peut-être pas de retour bizarre cette semaine. Non, il risque d'avoir un appel de Bercy là, pour les deux mecs, le monsieur et la dame du rapport. Alors, un petit contrôle fiscal, Michel. mais oui. Non, mais alors, je vous dis quand même que sur le plan pour être sérieux, je pense que ce rapport mérite quand même d'être lu, analysé il y a un début qui a été fait par nos confrères de France-Antilles Guadeloupe aussi, me semble-t-il. Oui, France-Antilles Guadeloupe. France-Antilles Guadeloupe, on a fait... Et Guadeloupe première. Guadeloupe première. Bon, parce qu'on est au cœur des problématiques du développement économique de nos pays. Martinique, Guadeloupe, Guyane. Ouais. Comment va-t-on fêter le 22 mai, Michel? Est-ce que c'est possible ou pas? En ce qui me concerne, nous allons quand même symboliquement aller au prêcheur à Sainte-Philomène, déposer une gerbe. Bon, avec les autres... Pas plus de 10 personnes, c'est ça? Oui, alors le grand assemblée. Le grand assemblée. Vous êtes réduit à 10 personnes? Non. Mais il y aura des délégations de chaque formation. D'accord. Ouais, voilà. C'est vrai, ça va faire un 22 mai bizarre, hein? Pas ni de Tambour, il y a eu un premier mai bizarre. Oui, c'est vrai. Moi, je sais que le 22 mai, je montais à Saint-Philomène et en redescendant, je passais au rond-point du Vietnam héroïque. Au rond-point du Vietnam héroïque, avec le tambour. Tambour, comme ça. Et puis bon, il y a une de type.
Pas à l'antenne, Michel, pas à l'antenne. Pas à l'antenne. Bon. Merci beaucoup, en tout cas, merci à tous les deux. Merci, et puis un bon 22 mai, mais déjà, c'est la fête de l'Ascension demain. Oui. Donc déjà, bonne fête aussi. Oui, suivie d'après de ce la que j'ai fête compris, nationale martiniquaise. les cultes ne vont pouvoir reprendre qu'à partir de... Il y a une décision qui a été prise Il y a une sur la reprise des décision, cultes. oui. Le Conseil d'État, je crois. Oui, le Conseil d'État a demandé au gouvernement de lever ça. Tout à fait. Mais il semblerait que les gens soient mi-figue, mi-raisin, parce qu'ils ont quand même peur de se retrouver dans une assemblée avec beaucoup de personnes. Mais on n'oublie pas quand même ce qui s'est passé à Mulhouse. Mulhouse. Le point de départ de la... Cluster. Ah oui, le cluster. Le point de départ, oui. le point de la Cluster contamination évangélique. en France, certains disent oui, que, oui. que le point zéro, c'était l'affaire de Mulhouse, le rassemblement évangélique de Mulhouse. Ouais. Ouais. Enfin, restons positifs. Et Restons puis, positifs. bon week-end, messieurs. Ouais. Bonne Merci. fête, que Et ce puis, soit jeudi ou vendredi. Félicitations pour cette émission. Merci beaucoup, Eddy. Merci, Michel. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Yannick et à François. Et puis, faites comme cette dame. Je remets mon masque. Voilà, nous sommes prudents. Faites comme cette dame qui nous Non, a non, mais questionné vous sur... donnez l'exemple. Mais oui, cette dame qui nous a questionné donc, sur sa retraite. Si vous avez des points précis comme ça, faites-nous un mail et nos experts vont évidemment vous porter les réponses. Voilà, merci à tous les trois. À bientôt. Passez un excellent week-end et bonne fête à tous.